À l'heure où les questions sont nombreuses concernant l'avenir de l'homme, le transhumanisme, le clonage, il est intéressant d'observer combien en parallèle, la question de nos origines passionne un grand nombre de personnes. Bien, l'origine de l'homme, vous y avez consacré votre vie, Yves Coppens. Vous êtes l'un des plus célèbres paléoanthropologues, alors non seulement en France, où vous avez enseigné, travaillé au CNRS, à la direction du Musée de l'Homme, au Collège de France, mais vous êtes également internationalement connu pour votre découverte historique, en 1974, de l'Australopithèque Lucie, notre lointain ancêtre de près de 3 millions d'années. Alors vous publiez, Yves Coppens, vos mémoires aux éditions Odile Jacob, Origine de l'homme, origine d'un homme. Écrire ses mémoires, c'est se plonger dans sa propre histoire, relire ses origines. Est-ce que ça a été pour vous plus facile ou plus difficile que d'écrire, comme vous l'avez fait si souvent, sur les origines de l'homme ? Je vous avoue que d'abord, je n'y avais pas véritablement pensé, donc c'est mon éditeur qui a pensé pour moi. Et d'autre part, quelquefois, on m'a dit, est-ce que ça vous a soulagé ? Non, sincèrement non. Je n'avais pas un poids extraordinaire de ces mémoires à cracher avant de disparaître. Ceci dit, ça m'a intéressé. Je dois vous dire que vraiment ça m'a intéressé. Je me suis vraiment accroché, attelé. J'ai eu plaisir à rechercher des documents. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit un journal, donc je n'avais rien de prêt, de préparé. Et j'ai eu grand plaisir justement à essayer de construire ma vie a posteriori, parce que elle n'était pas tellement ordonnée, et à ordonner ma vie pour que le livre soit lui-même ordonné, quoi. Pour le Mais qu'est-ce que ça lecteur. procure de replonger dans toute sa vie? Oui, c'est un peu plus de 80 ans pour relire et raconter et transmettre. D'abord, j'ai honte, mais ça m'a été agréable, donc c'est un petit peu quand même de la vanité. Et d'autre part, pour transmettre, en effet, ce que je viens de vous dire, la mise en ordre était importante, je crois. Et finalement, la mise en ordre a posteriori, c'est très bien organisé, très bien arrangé, puisque les livres, que j'appelle ça les livres, les chapitres, si vous voulez, les grands chapitres, se sont mis en place de façon tout à fait naturelle, avec 3 grands chapitres pour faire 80 années et 3 grandes étapes de votre vie, on va 3 dire. grandes étapes. Oui. Alors, Yves Coppens, pour remonter dans votre histoire, pas besoin de revenir 3 millions d'années en arrière. Ouais, non, malheureusement. Non. Vous êtes né en 1934 à Vannes, c'est ce qu'on m'a dit. dans le Morbihan. Vous êtes un Breton, vous vous sentez d'une identité bretonne ? Oui, je me suis senti longtemps, je suis à moitié breton, hein. C'est ma famille maternelle, mais comme j'ai été élevé dans ma famille maternelle, et ces longs séjours en Bretagne m'ont été très très agréables. J'ai trouvé la Bretagne superbe, je la trouve toujours superbe. C'est une région, enfin comme vous le savez, c'est un massif, contrairement au bassin parisien, c'est un massif. Et comme c'est un massif, c'est une roche particulière, et la roche particulière entraîne un sol particulier avec une végétation particulière. Et la mer toute bleue et les rochers tout gris, et puis les genêts tout jaunes, ça fait des couleurs qui sont propres à la Bretagne, avec des maisons en général bleues, puisqu'il y a de l'ardoise et blanche. Et tout ça fait, vous voyez, je vous donne beaucoup de couleurs, mais les sons, n'en parlons pas. Tout ça fait un pays très, très fort, quoi, très puissant et qui ne peut que vous marquer. Mais vous dites que vous avez eu très peu de maladies lors de vos voyages, mais que vous avez 2 pathologies, l'exotite et l'archéologite. Et en vous lisant, j'ai eu l'impression que ces 2 maladies, vous les avez attrapées en Bretagne. L'exotite d'abord. Oui, parce que je les ai attrapées très, très jeunes. Et évidemment, c'est une plaisanterie, bien sûr, hein. C'est un mode d'écriture, en quelque sorte. Mais c'est vrai que j'ai été passionné, très enfant, tout petit, par l'archéologie, par les choses anciennes. Comme c'était un peu mêlé dans ma tête, je pense très simplement que c'est une histoire d'imaginaire de l'enfance. Oui, mais en Bretagne, il y a de quoi développer son imaginaire avec les alignements de Karnak. Oui, c'est ça. J'y serai dans 2 jours, là. À nouveau. Et d'autre part, l'exotite, c'est un attrait pour l'au-delà, pour l'autre mer, pour l'ailleurs. L'ailleurs, oui, l'ailleurs mieux que de l'au-delà, mais de l'au-delà aussi, dans une certaine mesure. Et ça, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être dû à la mer, on regarde l'horizon, et au-delà de l'horizon, il y a forcément quelque chose, donc on a envie d'y aller. Et puis c'est le fait qu'on est entouré de marins, quand même.
la famille de ma grand-mère maternelle, pas de mon grand-père, mais de ma grand-mère maternelle, je dis bien, était essentiellement une famille de marins. Donc ces marins, on les rencontrait, donc ils arrivaient de très longues destinations, très lointaines ports, très lointains ports. Et donc la manière dont ils racontaient leur tournée, leur navigation, leurs histoires, leurs rencontres. Ça vous a fait rêver? Probablement, oui, j'en sais rien, je ne me rappelle plus, mais c'est une source en tout cas facile à comprendre. Alors, vous parlez peu de votre mère dans le livre, Yves Coppens. Elle est morte, vous étiez très jeune. Elle était pianiste, plutôt artiste. C'est exprès, c'est pas vrai, mais c'est parce que mes mémoires ont été quand même nettement tournées vers des mémoires professionnelles. C'est spontanément, c'est-à-dire que j'ai écrit sur la Bretagne, et sur la Bretagne, ça s'est tout de suite associé à l'archéologie. Et puis quand j'ai continué, c'était sur l'Afrique, et ça s'est associé à la paléontologie. Donc ces mémoires sont devenues beaucoup plus professionnelles que personnelles, quoique le côté personnel y apparaît quand même. Et c'est la raison pour laquelle ma mère a été évacuée. Mais c'est tout, c'est la seule raison. Mais j'imagine qu'elle a beaucoup compté dans votre vie. Oui, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être que dans d'autres mémoires un jour, j'en parlerai plus volontiers, plus longuement. Mais lorsqu'elle est morte tellement jeune et tellement, de manière tellement inattendue. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 22 ans, quoi, 22 ans. Donc j'ai essayé de la cacher. J'ai essayé. Mon chagrin, c'est transcrit par une disparition, en quelque sorte, disparition totale. J'ai caché ces images, c'est curieux. J'ai tenté de l'oublier, ce qui était impossible. Enfin, quand même, quand tout d'un coup, on vient vous dire, j'étais à Paris, elle était à Nancy, on vient vous dire, votre maman est très malade, il faudrait que vous y alliez. Et je suis parti en autostop, parce qu'il n'y avait pas de train à la bonne heure. Je suis parti en autostop, j'ai appelé mon père en cours de route, et de manière extrêmement forte, mon père, dans des sanglots, m'a dit, il n'y a plus. C'est impressionnant, hein. Donc j'ai continué en plus en autostop, ça situe aussi mon caractère, en entretenant la personne qui m'emmenait, comme si de rien n'était, ou presque. Enfin, c'est un gros choc, quoi, forcément. Visage, l'expression de l'être. Alors Yves Coppens, quand vous parlez de votre père, qui était physicien, vous le voyez toujours penché sur son microscope ou en train d'écrire des notes. C'est lui qui vous a donné le goût de la recherche. C'était un chercheur. Vous avez envie de devenir un chercheur grâce à lui? Comme vous le savez, c'est pas si clair que ça dans la tête d'un enfant, mais c'est évident, quoi. Parce que c'est vrai que mon père, je l'ai particulièrement connu et vu. Enfin, je l'ai vu tout le temps, mais quand même, il a été mobilisé, puis il a fait un petit bout de guerre, puis il a été prisonnier, puis donc il y a eu un moment où je ne l'ai pas vu. Et quand je l'ai revu, il a repris ses travaux de recherche, et à ce moment-là, comme il cherchait les rayonnements alpha, bêta, gamma de l'uranium et du thorium sur des plaques sous son microscope, le souvenir que j'en ai, enfin un des souvenirs quand même, un des souvenirs seulement, que j'en ai, c'est l'œil sur son petit microscope optique pour compter ces longueurs de trajectoire de rayonnement pour préparer sa thèse qu'il a soutenue, enfin, etc. Donc, mais c'est lui qui voulait que vous soyez un scientifique également, non? Il vous a laissé libre de choisir pas du vos tout, études? Tout à fait libre, et au contraire, lorsqu'il a vu que je m'orientais vers l'archéologie, comme c'est un homme curieux, il a volontiers participé à mon intérêt pour l'archéologie et volontiers participé à mes tournées sur le terrain et volontiers participé à mes prospections, entre guillemets. Yves Coppens, dans votre livre de mémoire, Origine de l'homme, origine d'un homme, vous parlez, et je prends votre expression, d'une conversion à l'archéologie. C'est joli, hein? C'est joli. Vous avez vécu comme une conversion, dites-vous, un jour, en 1948, sur une petite presqu'île. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est difficile à expliquer parce que je n'ai pas tenté de l'analyser sur le coup. Mais c'est quelque chose comme ça. C'est une sorte de choc. J'étais passionné de préhistoire avant 1948. Et j'étais passionné, mais passionné de manière un peu virtuelle. Je voyais les objets, mais je voyais les objets
au travers de vitrages. Je voyais en visitant les musées. Oui, je voyais des objets sur des livres. C'est quand même pas pareil de voir les objets en réalité, de pouvoir les toucher, de les saisir et de les emporter. Et de les trouver in situ, quoi. Oui, c'est ça. Alors ce jour-là, j'ai été conduit par un monsieur qui était frappé par ma passion sur un vrai site, c'est un site gaulois, chargé de petites poteries, enfin peu importe, mais de poteries. Et donc j'ai eu pour la première fois, le contact avec cette préhistoire qui était restée pour moi virtuelle et qui devenait tout d'un coup énormément, extrêmement réelle. Et le choc a été si fort que je ne sais pas le décrire. Et c'est pour ça que je parle de conversion. J'ai lu bien des choses sur les conversions, le choc que l'on reçoit un jour, quelque part, derrière un pilier à Notre-Dame, comme Claudel. Oui, bien sûr. C'est un peu de cet ordre-là pour vous, Yves Coppens? J'ai comparé ça à ça. Je ne sais pas si c'est une comparaison justifiée, mais je pense que le choc doit être comparable parce que c'est très très fort, on ne sait pas le décrire, et puis ça ne vous quitte plus, quoi. Et là, vous vous êtes dit, je veux être archéologue, je veux consacrer ma vie à l'archéologie. C'était pas si net que ça, hein, dans ma tête d'enfant. Vous aviez 14 ans, là. C'était une confirmation, mais encore un joli mot, hein. C'était une confirmation, mais je me suis pas dit, ça y est, cette fois-là, je suis sûr. Non, pas du tout. Ça a été pour moi, ça n'a pas été raisonné, ça a été pour moi très impressionnant, et je m'en souviens encore, et je peux le décrire de manière très précise. Je vois le lieu, l'endroit, l'image, les senteurs de la mer, les couleurs de la poterie, enfin, etc. Alors je me suis demandé, Yves Coppens, pourquoi vous n'êtes pas devenu archéologue au sens classique du terme, je dirais archéologue, égyptologue, ou comme Jean Guilaine qui était ici à ce micro il y a quelques semaines, un spécialiste de la protohistoire. Vous êtes devenu, alors je lis, un spécialiste des proboscidiens au début. C'est-à-dire quoi? Des mammouths, hein, Oui, des éléphants. Oui. Les éléphants. Enfin, la proboscis, c'est la trompe. Donc les bêtes à trompe. Et en fait, vous savez, l'archéologie et la paléontologie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout ça, ça se passe dans le sol et dans le sous-sol. Donc la recherche est tout à fait comparable. On fouille, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Quand on est face à un site archéologique, ce sont les restes humains et la manière dont les humains l'ont disposé, y ont vécu, que l'on étudie. Quand on travaille un site paléontologique, c'est un peu plus la manière naturelle dont se déplacent les objets. D'un côté, ça s'appelle la paléoethnologie, la paléthnologie, et de l'autre côté, ça s'appelle la taphonomie, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire la répartition des restes au sol ou dans le sol et leur interprétation. Et vous, tous les restes vous intéressent, oui, j'ai l'impression. Tous, que ce soit les animaux, les plantes, les humains, tout vous intéresse. Oui, tout, tout ce qui est enfoui, quoi. C'est curieux, quand même. C'est un peu bizarre, hein. Mais ça se traduit comme ça, de toute manière. C'est cette archéologie qui n'est pas apparente, qui est dans le sol. Enfin, c'est pas exprès. Parce qu'elle est ancienne, elle serait au-dessus du sol, je l'étudierais de la même manière. Mais il se trouve qu'elle est dans le sol, et tout ça m'a intéressé de la même et de la même manière. Franchement, faire des recherches pour retrouver des morceaux d'os de mammouth vous intéresse, et vous a intéressé autant que de rechercher Lucie, puisque vous êtes celui qui a découvert Lucie, cette australopithèque. Ça m'a intéressé presque autant. Je veux dire par là que quand je suis parti quand même chercher des fossiles au Tchad pour la première fois dans un pays lointain, et enfin plus lointain que les régions françaises que j'avais pratiquées. Et lorsque j'ai travaillé, j'ai été quand même très intéressé par la recherche de l'homme. C'est toujours l'homme qui m'a intéressé quand même, c'est toujours l'humain. Et lorsque je trouvais l'humain, c'était presque le but de mon histoire. Ceci étant dit, étant donné ma formation, j'ai toujours pris en compte l'ensemble de l'environnement, c'est-à-dire aussi bien, comme vous dites, les animaux que les plantes, que l'environnement lui-même et sa signification climatique, etc. Mais quand j'arrivais à l'homme, c'était vraiment, ça ressemblait au but de ma recherche, et j'ai toujours fait en sorte que l'humain soit présent dans la mesure du possible. C'est la raison pour laquelle, commençant au Tchad, je pense que vous l'avez vu, j'ai commencé finalement rencontrant de l'archéologie par faire de l'archéologie, alors que je n'étais pas là pour ça, quoi.
maso mogo ya kara yele maso yele maso mogo ya kara yele maso yele maso mogo ya kara yele maso Alors Yves Coppens, cette passion des origines de l'homme, on le voit, elle est encore très présente aujourd'hui quand on voit le succès des émissions de télé, le succès de vos livres, de vos conférences. À quoi tient cette passion, cette recherche des origines de l'homme ? Je n'en sais rien de manière profonde parce que je ne suis pas philosophe, mais tous les philosophes que j'ai rencontrés me disent que c'est tout à fait naturel et que chacun d'entre nous est très intéressé, particulièrement intéressé, profondément intéressé par son origine, a besoin d'une origine à quelque chose, a besoin d'une racine. Vous savez qu'il y a eu toute une série, enfin vous savez sûrement qu'il y a eu toute une série de films, il n'y a pas très longtemps, à la télévision, de téléfilms qui s'appelaient Roots, les racines. Et la recherche des racines, elle est évidente. Moi, je ne la ressens pas parce que j'ai des racines très, très solidement implantées. Donc, je n'en ai pas eu apparemment. Mais en même temps, vous avez consacré toute votre vie le besoin de recherche, à la recherche oui. Et de fouiller pour chercher, réfléchir, faire avancer la science sur les origines de l'homme. Vous avez consacré votre vie à ça. Vous savez, quand on travaille dans le passé, on a tendance à reculer de plus en plus, et puis finalement on arrive à une origine, et puis l'origine, c'est pas tout à fait l'origine, il y a une origine de l'origine, et puis ainsi de suite, quoi. Mais encore une fois, chez tout un chacun et chez toute population, il y a un souci de recherche d'origine, et je cite, je crois, à propos de l'Amérique, à propos des États-Unis, mais à propos aussi de bien d'autres pays d'Afrique, cette envie de savoir d'où viennent ces populations. J'ai eu un doctorat à Chicago, c'est pas pour m'en vanter, mais quand même j'en suis fier. Et il se trouve que nous étions 8 docteurs, nouveaux docteurs, et il y avait 5 Américains et 3 qui n'étaient pas Américains. Il y avait une Indienne, il y avait un Israélien et il y avait moi. Et le premier journaliste qui nous a foncé dessus, il était noir, il était de Chicago, et il m'a dit « c'est vous le Suédois ». Et il était fasciné. Alors j'ai dit « non, je suis français ». Il m'a dit « c'est pareil ». Donc de là-bas, de Chicago, l'Europe, c'est l'Europe, quoi. Mais son souci, sa passion, c'était véritablement cette recherche de l'ailleurs. Il m'a dit « moi je suis africain ». Il n'était pas du tout, il était américain. Et donc cette recherche est certainement très profonde. Mais vous écrivez dans votre livre, Yves Coppens, cet intérêt répond à des angoisses existentielles. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais là? Pour adoucir leur peur de la mort, tous les hommes ont créé des mythes d'origine, des genèses. La paléontologie semble être l'un de ces mythes, même si c'est une science qui a une approche différente. Vous pensez que c'est ça, fondamentalement, quelque part, l'homme s'interroge sur, bien sûr, d'où il vient, qui il est, et puis, bien sûr, où il va. Je me rappelais plus, mais je suis content d'avoir écrit ça, parce que c'est ce que j'aurais pu vous dire, en effet. Je crois que oui. Et je crois que, en effet, lorsqu'on est passé du pré-humain à l'humain, quand on est arrivé à l'état d'homme, quand l'homme est devenu véritablement homme, c'est idiot ce que je dis, mais ça a un sens. Ça veut dire que l'humain, c'est pas rien, c'est quelque chose. Et c'est quelque chose qui, à ce moment-là, sait qu'il sait. À partir du moment où il sait qu'il sait, il a cette angoisse de savoir d'où il vient, où il va. Et c'est l'angoisse de la mort, qui tout d'un coup apparaît. Alors on dit que certains animaux ont une certaine conscience de la mort. Je veux bien le croire.
Je veux bien le croire parce que le passage, enfin, on plonge dans le monde animal, notre origine est animale. Donc, qu'il y ait un déplacement de l'animal vers l'homme qui soit un déplacement plus quantitatif que qualitatif, oui, volontiers. Bien qu'il y ait, comme souvent, une discontinuité dans toute cette longue histoire. Ceci étant dit, cette angoisse de la mort, je la crois véritablement très ancrée dans le premier esprit humain, c'est-à-dire 3 millions d'années, n'ayons pas peur, 3 millions d'années, et l'angoisse de la mort, c'est quand même de savoir pourquoi ça existe, parce que, vous savez, la science a des limites, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais c'est vrai, et lorsqu'un biologiste vous dit la mort fait partie de la vie, moi ça ne m'arrange pas du tout, hein, ça ne me console pas du tout. C'est une explication superbe et qui est réelle, ceci dit, le mystère de la mort, c'est quand même quelque chose. Pourquoi on a ce temps d'existence et puis plus rien? C'est la raison pour laquelle, justement, plus rien, je l'ai dit, je crois, quelque part, si je ne l'ai pas dit, je vous le dis, les ethnologues, de manière très, très intéressante, je trouve, disent que toutes les populations qu'ils ont rencontrées, dans toutes les populations qu'ils ont rencontrées, la mort n'est jamais la fin de la vie. Donc la vie, on l'espère toujours au-delà de la mort, d'où bien des regards vers le ciel, puisqu'on ne peut pas regarder vers le bas. Le ciel d'en bas, il est de l'autre côté de la terre. Il est plus compliqué à regarder. Quand on regarde vers le bas, on tombe sur mon sol à bois. Yves Coppens, je suis très heureux d'avoir le privilège de vous avoir en face de moi. Parce que dites pas ça, je vous dis ça parce que, déjà, avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure, les préhumains, les humains, je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, beaucoup sont un peu perdus sur l'origine de l'homme. On entend aujourd'hui tellement de choses, y compris dans tous les films. On entend des noms, Australopithèque, Homo erectus. On est un peu perdus. Alors, s'il vous plaît, je sais que vous avez, et vous le dites dans votre livre, une vocation de transmettre. Je compte sur vous pour nous aider à mieux comprendre. Vous avez parlé de préhumain et d'humain. Alors, expliquez-nous, à quel moment on peut dire que l'humain est vraiment, alors je ne sais pas si je dois dire apparu, ou est considéré comme un humain? Alors, je prends un peu de recul. Il y a 10 millions d'années. 10, c'est clair, c'est facile. 10 millions d'années en Afrique tropicale. Il y a des grands singes qui sont sans doute un peu particuliers, mais on n'en sait rien parce qu'on n'en a pas de véritable reste, que l'on considère être a posteriori les ancêtres communs des chimpanzés et des hommes. Les chimpanzés et les hommes sont très proches sur les plans anatomiques, mais aussi génétiques, comme on s'en est aperçu il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que vous dites, on ne descend pas du singe, mais on est cousin avec les singes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est votre grande expression, ça. Bah oui, il faut quand même préciser, autrement c'est un petit peu trop brutal. Et donc, ces ancêtres communs, ils ont des enfants. Ça va de soi. Et il se trouve qu'ils ont des enfants au moment, ça va vous amuser, au moment où l'Antarctique se glace. Au moment où il y a un englacement du sud, du sud de la Terre. Et cet englacement, il est dû bien sûr à une situation de la Terre sur son écliptique par rapport au Soleil, sur son orbite, etc. Mais ça, c'est autre chose. C'est un aspect astrophysique. Et cet englacement entraîne une sécheresse dans les régions tropicales. Et la sécheresse dans les régions tropicales, au lieu que ces tropiques ne soient que forestiers, ils restent en partie forestiers, ils deviennent en partie découverts. Dans la forêt se développent les enfants qui s'y trouvent et qui deviennent pré-chimpanzés et chimpanzés. Et dans la partie découverte se développent les enfants qui s'y trouvent, les enfants des ancêtres communs, et qui sont les préhumains, puis les humains. Et parmi eux, ceux que vous avez découverts, c'est-à-dire les Australopithèques, oui. Lucie, il y a 3 millions d'années, et même Toumaï, qui a été découvert Absolument. Par votre confrère Brunel, lui, 7 millions d'années. Donc là, les Australopithèques sont les préhumains. C'est ça. C'est-à-dire que, je vous ai parlé de 10 millions d'années, entre 10 millions d'années et 3 millions d'années, il n'y a que des préhumains. Et les préhumains se caractérisent en particulier, je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, par le redressement du corps. Ils sont debout. Voilà, on est debout. Ils sont capables de grimper aux arbres, mais en même temps, ils se redressent. Ils sont capables de grimper aux arbres, c'est tout à fait juste, mais en même temps, ils sont debout en permanence. Hein. Ils ne sont plus à 4 pattes du tout. Et ça fait des changements anatomiques considérables et des changements de déverrouillage du crâne, et on comprend bien de
du cerveau lui-même. Enfin, le cerveau se développe, hein, oui, bien et sûr. la capacité crânienne. Il se développe en volume, c'était un peu lent au départ, mais enfin, il y a sûrement une transformation considérable à l'intérieur. Et puis, 10 millions d'années, je vous ai bien dit, 3 millions d'années, deuxième étape, parce que souvent on confond les deux. Et 3 millions d'années, cette fois, c'est un nouveau changement climatique. Et c'est amusant, vous allez voir, c'est l'Arctique, cette fois, qui s'englace. Alors ça, c'est pas exprès. Hein. Il se trouve que d'abord, c'est le sud qui s'est gelé, puis maintenant, c'est le nord. Et l'englacement de l'Arctique a fait un nouveau changement climatique, un nouvel assèchement encore plus rude, plus brutal, plus drastique. Et cette fois, les préhumains se transforment en humains. C'est-à-dire que l'homme est apparu, l'humain est apparu, les premiers humains sont apparus il y a 3 millions d'années, toujours en Afrique, toujours tropical, pour des raisons de changement climatique et d'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce qui fait que l'on peut dire on est face à un humain et non plus à un grand singe en transformation? Qu'est-ce qui caractérise l'humain? 3 raisons. Entre le préhumain et l'humain, il y a 3 transformations extrêmement importantes. De bas en haut, il y a d'abord la respiration. On respire bien moins, essayez, vous allez voir. Dans les pays très secs que dans les pays très humides, la morphologie actuelle de nos populations, d'hommes modernes, est différente, par exemple, dans la région du nez, en ce qui concerne un Congolais ou un Norvégien. Hein. Il suffit de regarder. Et c'est normal, hein. C'est une question d'adaptation au milieu. Et donc, première chose, système respiratoire supérieur, qui entraîne un certain nombre de transformations qui vont entraîner de manière pirate le langage articulé, c'est quand même quelque chose. Transformation de la denture, parce que quand il n'y a plus assez de végétaux, on mange de la viande. Et donc, transformation du régime alimentaire et du coup, du comportement, parce qu'on devient chasseur, et puis de l'apport en protéines du cerveau, parce qu'on mange de la viande et plus de végétaux, moins de végétaux. Et troisièmement, je suis parti du système respiratoire, je suis passé aux dents, et troisièmement, bien sûr, c'est là-haut, c'est la tête, le crâne, et puis ce que contient le crâne, c'est-à-dire le cerveau, l'encéphale. Parce que le cerveau et le cervelet jouent un rôle tous les deux. Et ces organes-là se développent en volume et se développent en contenu. C'est-à-dire, probablement, on n'en sait rien, mais densité des neurones, densité des synapses, réflexion, et puis ce que l'on voit, c'est forcément une réflexion meilleure, puisque au lieu d'utiliser un caillou comme tel, là, cet homme-là, avec cette tête-là, va taper sur un caillou pour l'aménager, pour faire quelque chose, pour une destination précise. Donc, il a une anticipation, il a une idée de l'avenir, et c'est quelqu'un d'autre. Vous nous avez parlé chaque fois, et c'est pas par hasard, de glaciation, de changement de température, d'environnement. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est le produit de l'environnement? Pour moi, oui. Ah oui, c'est une théorie ou c'est une certitude scientifique aujourd'hui? C'est-à-dire que la manière dont je l'exprime, c'est peut-être un peu rude, mais pour moi, c'est une certitude. Enfin, c'est une certitude, vous savez, je suis scientifique quand même. Donc ça reste soumis aux démonstrations. Mais les démonstrations, on en a un certain nombre, et à mon avis, suffisamment pour en être sûr. Et depuis les années 70, les conférences que je fais, et j'en ai gardé bien sûr la trace et aussi parfois les affiches pour m'amuser, c'était toujours l'homme est un produit de l'environnement et de la culture. De l'environnement et de la culture. Parce que finalement, c'est l'environnement qui a fait l'homme et c'est l'homme qui a fait la culture. Et tout d'un coup, cet homme qui était déjà social, parce que tous les primates sont sociaux, et les préhumains l'étaient aussi, devient encore plus social, c'est-à-dire que est sociable parce qu'il ne peut pas vivre sans l'autre, et l'homme est un personnage de société, et si la société n'existait pas, il n'existerait pas. Mais alors, comment comprendre que nos cousins, gorilles, bonobos, chimpanzés, visiblement ont évolué aussi, mais beaucoup moins évolué que nous, les hommes, si nous avons ce tronc commun avec eux? Il y a quand même, excusez-moi, mais une sacrée différence entre eux, même si j'ai beaucoup de respect pour l'intelligence des chimpanzés, il y a quand même beaucoup de différence entre les chimpanzés et les hommes. C'est vrai, mais ils ont évolué d'une autre manière. Ils ont évolué du point de vue de la locomotion, ils ont évolué du point de vue de leur habileté à vivre dans ce milieu forestier, à utiliser ce milieu forestier pour beaucoup de raisons, à la fois alimentaires, mais aussi d'existence. Par exemple,
ils y trouvent leur médication. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, ils ont un développement incontestable, et il se trouve que eux ont développé ce que je dis, alors que nous, on a développé la tête, quoi. Le cheval, c'est pareil. Le cheval a merveilleusement vécu. La preuve, c'est qu'il est toujours là. Et il a vécu en transformant sa patte pour courir plus vite et échapper à la prédation. Et il s'est développé, lui, du point de vue de la patte. Et l'éléphant s'est développé du point de vue de la dent, enfin du point de vue dentaire. Mais, Yves Coppin, en termes de développement quand même, il y a une sérieuse différence entre le développement des chimpanzés et des êtres humains. Non, mais du point de vue du cerveau et du coup du point de vue des conséquences de la réflexion, bien sûr, c'est tout à fait et de la évident. création et de la transformation de la planète, par exemple. Il faut nous regarder ici, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis. Et ça, c'est le fruit uniquement du développement climatique, de l'environnement et de la culture. Ouais. Pour vous, c'est cela. Pour moi, scientifique, il n'y a pas d'autre chose. L'homme apparaît de manière naturelle, au même titre que les animaux qui l'entourent, et cette explication est largement suffisante pour un naturaliste pour expliquer la transformation de ce bonhomme, encore une fois, qui a choisi, entre guillemets, dont la tête s'est transformée alors que la patte d'un autre s'est transformée et que la locomotion d'un autre s'est transformée et puis la dent d'un autre s'est transformée. Ça suffit largement pour expliquer cette transformation de l'homme, d'autant plus que l'histoire d'exaptation, c'est-à-dire d'adaptation un peu détournée, existe depuis toujours à travers toute l'évolution des êtres vivants. Et l'exaptation de l'homme, c'est l'utilisation du cerveau à d'autres choses que l'échappatoire des prédateurs, et que la denture, c'est autre chose que la consommation de la viande, c'est aussi la mobilité. Et puis le système respiratoire supérieur, c'est autre chose que la respiration, c'est aussi le langage. Visage RCF. Alors vous, Yves Coppin, scientifique, après ce que vous venez de nous décrire, comment vous accueillez, je dirais un peu cette vision anthropocentrique de la plupart des religions de la Terre, et notamment des 3 religions monothéistes, qui considèrent que le sens de cette création est l'avènement de l'être humain? Parce que dans la continuité dont je vous ai parlé, il y a curieusement cette discontinuité. C'est curieux de parler de discontinuité dans une continuité, mais c'est quand même quelque chose comme ça. C'est-à-dire que au sein de cette origine, en gros, si vous voulez, cette racine, qui est une racine animale incontestable, n'est pas à rejeter au bénéfice d'autre chose sous prétexte qu'elle est animale. Pourquoi pas, finalement? Et ça, on le constate, on peut pas le nier. Mais, tout d'un coup, c'est une manière de parler géologiquement parlant, mais on passe d'un être tel que les grands singes dont on a parlé à l'instant, aux humains qui, tout d'un coup, ont un autre développement, une autre pensée, une autre réflexion, une autre conséquence de leur réflexion. Quand on regarde, moi je dis ça souvent aux zoologues qui sont forcément furieux, parce que c'est leur outil de travail. Quand on fait le tour des, j'allais dire soi-disant, mais c'est pas vrai, des outils que pratiquent les grands singes, c'est à la fois merveilleux parce qu'on ne s'y attendait pas, et minable. On est tout de suite limité, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils se sont développés d'un autre point de vue que du point de vue cérébral. Quand on aborde l'homme, comme vous le disiez à l'instant, non seulement tout d'un coup on a une autre appréhension des choses, tout d'un coup on a une dérive en quelque sorte de notre intelligence, mais cette intelligence a conduit à l'appropriation de la planète et bientôt d'autres planètes alentour, pour commencer. Et puis aussi elle se transforme en transformation de la Terre, anthropogénisation de la Terre, ce qui gêne beaucoup de gens à tort, à mon avis. Et donc les conséquences sont considérables. Vous savez, j'ai un jour à l'Académie pontificale des sciences, je dis toujours ça parce que c'est amusant, j'ai été invité. Au Vatican. À bien des occasions. La première fois, c'était dès les années 80, puis après, ils m'ont un peu oublié. Et puis j'ai été réinvité dans les années 2000, quelque chose. Et bien sûr, j'y suis allé. Et ce sont des colloques qui sont toujours très passionnants. Et
là j'ai dit ce que je vous dis. J'ai dit, moi, naturaliste, je vous dis, je vois l'homme naître de manière tout à fait naturelle et je sais où, je sais quand, je sais comment et je sais pourquoi. Et le chancelier, qui est un évêque, m'a dit, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je dis, parfaitement. J'ai pas de raison d'avoir de complaisance. Je vous dis ce que la science croit savoir. La science, elle est modeste. Hein. C'est pas une foi, c'est une le fruit d'une observation. C'est une démarche. C'est une démarche. C'est une sorte de constat, mais enfin, un constat, il a des limites. Et c'est tout. Et il m'a réinvité. Et dans la deuxième séance, je lui ai parlé de la contemporanéité de certaines espèces humaines. Donc certaines espèces humaines se trouvent côte à côte alors qu'elles ont des cerveaux différents, des locomotions différentes parfois, enfin des choses très importantes, différentes. Mais je l'ai rassuré dans un sens en lui disant « l'homme est homme dès qu'il est homme, l'homme est homme dès qu'il est homme ». Et cette fois-là encore, il m'a dit « mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ?» Oui, c'est un constat, peut-être que je me trompe, mais je vous dis ce que croit penser la science, qui est un petit peu... dont je suis un peu le porte-parole modeste en cette circonstance. Et la fois suivante, je termine parce que c'est la fin, la chute est belle. J'ai reçu un jour par mail, un jour suivant, la décision de l'Académie de me prendre comme académicien. Alors, vous voyez, je me trouve en plus parmi les 80 académiciens de l'Académie pontificale des sciences. C'est moi qui suis le porte-parole des problèmes d'origine de l'homme. C'est moi qui représente l'origine de l'homme au Vatican. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ça veut dire que cette recherche scientifique-là ne s'oppose pas, quelque part, aux interrogations métaphysiques que se posent les représentants de toutes les traditions religieuses du monde, non, pas du tout, en réfléchissant sur le sens ou le pourquoi de l'être humain. Oui, oui. Enfin, il y a pourquoi et pourquoi, sans doute. Parce que pourquoi, le premier pourquoi, c'est le préhumain devient humain parce que il y a un changement climatique et pour survivre, il est bien obligé de s'y adapter. Et pour s'y adapter, il transforme, ce qu'on a dit, sa tête, sa denture et son système respiratoire. Et son cerveau aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, quand je dis sa tête, c'était ça, son cerveau. Donc ça, c'est le pourquoi. Ceci étant dit, à partir du moment où lui apparaît avec ces caractéristiques-là, il en développe des côtés qui n'étaient pas prévus au départ. Et ces côtés-là, dans ces côtés-là, il y a toute cette pensée, y compris cette pensée métaphysique. Et comme, en quelque sorte, je dirais que la métaphysique est un produit pirate. C'est un produit pirate de la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que tout est naturel d'abord, et puis le cerveau se transforme, et comme il se transforme à un degré tel qu'il atteint un développement qui lui fait penser à autre chose, naît à ce moment-là la métaphysique, et c'est pour ça que l'homme représente un état nouveau, je dis bien, je pèse mes mots, qui est à la fois cet état de liberté que n'a pas l'animal, et cet état de responsabilité qui accompagne la liberté, qui en fait même presque partie, je dirais qui en fait partie, puisque c'est la responsabilité de la liberté elle-même. Et je veux dire par là que moi qui suis respectueux de l'humanité, je suis forcément respectueux de toutes ces croyances qui émergent à ce moment-là. Croyances, on appelle ça croyance, hein. Mais ça peut porter d'autres noms, ça m'est égal. Que l'on retrouve dans toutes les traditions autour du monde, absolument. Chez tous les humains pratiquement, sauf dans une petite minorité d'occidentaux depuis 2 siècles. Non, tous les humains. Cette petite minorité dont vous parlez, elle croit en autre chose, mais elle croit aussi, forcément. Non, elle peut pas y échapper. Alors, l'athéisme est apparu il y a à peine 2 siècles. Et c'est très minoritaire. Quand vous lisez les traités d'athéologie, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, parcourez les traités d'athéologie, parce que c'est pas intéressant, sur des croyances, c'est minable. Alors, Yves Coppens, une question que normalement tout scientifique devrait écarter, ça j'en suis bien conscient, mais je vous la pose quand même, comme je l'avais posée à Trix Tuan, un astrophysicien. Est-ce que selon vous, il y a un sens à l'histoire de l'homme sur cette terre, ou est-ce que c'est le fruit du hasard et d'une certaine évolution qui a fait que l'homme est advenu sur cette petite terre ? Oui, alors je vous dirais d'abord que la tendance de beaucoup de collègues, que je respecte tout à fait, le savoir, c'est de dire qu'il n'y a que du hasard.
Et moi, en tant que paléontologue, c'est-à-dire historien de la vie, a posteriori, je dis bien, autrement je ne peux pas le savoir, je ne suis pas déterministe, mais a posteriori, je me rends compte, d'ailleurs je l'ai écrit, que toute l'histoire de la matière, puis de la vie, puis de l'homme, suit un sens, puisque lorsqu'un astrophysicien me dit les molécules qui apparaissent à telle époque sont plus compliquées que les atomes qui apparaissent un peu avant, qui sont plus compliqués que les nucléons qui apparaissent un peu avant, qui sont plus compliqués que les quarks qui apparaissent un peu avant, je suis bien obligé de voir un sens. C'est pas, je fais pas exprès, c'est un constat. Et lorsque je vois que les êtres unicellulaires, dont certains sont toujours présents, certes, mais sans doute plus compliqués, apparaissent avant les pluricellulaires, je suis obligé de constater qu'il y a un sens. Lorsque je vois les mammifères qui pondent des œufs vulnérables précéder les mammifères qui ont des petits dans le ventre, qui ont un placenta, donc là aussi il y a un sens, et il y a un sens dans la meilleure qualité de la survie. Donc oui, je pense en effet que, au moins a posteriori, on voit un sens. Alors quel sens a ce sens, ça c'est autre chose. C'est presque pas mon boulot, mais... Non, mais oublions le boulot, ce serait quoi ? Vous aujourd'hui, après avoir étudié pendant si longtemps, oui. Vous verriez comment le sens ? Le sens, c'est une sorte d'obsession. C'est l'obsession de la survie de la matière, de la complication de la matière et d'un développement, en quelque sorte, dans une certaine direction de la matière. Certains collègues me disent c'est pas vrai, tout est le hasard, moi je veux bien, mais quand je leur dis les vertébrés supérieurs apparaissent-ils avant les vertébrés inférieurs ? Et ils me disent non, bien sûr. Donc voilà, s'il y a des inférieurs avant les supérieurs, c'est qu'il y a un sens, quoi. C'est tout simple. Yves Coppens, vous avez été pendant des années un homme de terrain. On le sent en lisant vos mémoires. Vous avez aimé le terrain et puis vous avez passé des années, 7 ans au Tchad, 11 ans en Éthiopie. Qu'est-ce que vous avez aimé autant dans le travail sur le terrain, dans des lieux complètement isolés, complètement austères ? Oui, des lieux isolés, c'est pas exprès, parce qu'il y a quelqueprès des sites paléontologiques ou préhistoriques qui sont proches des grandes villes et on rentre à l'hôtel pour dormir. Comme près de Pékin, par exemple. Oui, près de Pékin, par exemple. Mais vous, c'était pas le cas. Vous, c'était la vallée de l'Omo en Éthiopie, ça a été le Tchad, ça a été même la Sibérie, que des lieux isolés. Oui, j'ai pas fait exprès, mais ça m'a beaucoup plu, en fait. Mais il s'est trouvé que ça a été comme ça et que j'ai pas eu envie du tout de reculer parce que ça m'a été égal. Enfin, je voulais bien partir où que ce soit. Et donc ce terrain m'a été extrêmement agréable et comme je l'ai dit un petit peu, il m'a été agréable pour la recherche parce que la passion de la recherche, elle a été permanente et elle est toujours très présente. Mais ça m'a été agréable aussi par la rencontre des gens de là-bas, des gens des endroits où j'allais. J'ai eu autant de plaisir à rencontrer ces nomades
Goran, du nord du Tchad, du sud de la Libye, du Soudan, du Niger, tout ce coin saharien, que de rencontrer les Dolganes. Vous voyez, c'est pas les Goran, mais ce sont les Dolganes des grandes steppes ou toundra, de Sibérie. du nord de la Sibérie jusqu'à l'océan glacial arctique. Et etc. et beaucoup d'autres encore. Mais j'aime bien les humains, quoi. J'aime bien enfin, faut pas dire ça comme ça, j'aime bien les gens, quoi, disons. Et alors, justement, vous n'êtes pas du tout raciste, vous n'aimez pas le racisme. Est-ce que c'est parce que on a un berceau commun, un ancêtre commun, quelque part? Pour moi, c'est pas si malin que ça, c'est pas raisonné, quoi. C'est vraiment pas raisonné. Je ne dis c'est pas lié aux fruits de vos recherches. Non, je ne dis pas que je ne suis pas raciste parce que je vois bien que le racisme ne peut pas exister. Je ne suis pas raciste probablement, enfin de toute façon je ne sais pas ce que ça veut dire et je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Sans doute d'abord ma éducation et ensuite mon fait. Mon éducation d'abord, mais je ne m'en rends pas compte, et mon fait ensuite parce que je n'ai jamais ressenti quelque différence que ce soit, quoi. Oui. Mais quelle différence que ce soit, vraiment. Ça ne s'appuie pas sur ce fait que nous sommes tous... Alors, est-ce que je dis une bêtise en disant ça? Nous avons tous un berceau commun et nous avons tous, quelque part, des ancêtres communs qui viennent d'Afrique? Non, ça ne s'appuie pas là-dessus parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est beaucoup plus spontané que ça. Mais cette confortation n'a pu que me rassurer. Dans la mesure où j'avais besoin d'être rassuré, d'ailleurs, ce qui n'est pas vrai, mais ça n'a pu que conforter ma position et mon idée. Mais là aussi, j'exagère, parce que mon idée, j'ai jamais eu d'idée là-dessus. Je n'ai jamais ressenti ça, je ne sais pas que vous dire. Mais il y a des gens qui le ressentent. Et il y a des gens bien blancs qui se considèrent supérieurs aux Noirs, aux Asiatiques. Ah, oui, c'est bien, oui. Vous, c'est pas, du tout votre sensibilité, mais... je dirais, paléo-anthropologiquement parlant, ça tient pas la route? Non, ça tient pas la route du tout. Mais paléo-anthropologiquement parlant et humainement parlant, les groupes ne dépassent pas, enfin, à mon avis, les groupes antiques, les groupes de préhistoriques, ne dépassent guère 30 ou 50 individus. Et au-delà de 30 ou 50 individus, on a affaire à des gens qui sont des autres. Et en général, on n'aime pas les autres. En général, on est meilleur que les autres. À Paris, regardez dans les préfectures, les associations 1901. Il y a côte à côte les boulistes du 11e arrondissement et puis les boulistes du 12e arrondissement. Ils sont capables de se battre à coups de boule parce que les uns se disent plus forts que les autres. Les groupes humains d'un village à l'autre ne s'aiment pas trop. D'un pays à l'autre font des plaisanteries que je ne citerai pas, etc. Donc l'histoire des uns qui se pensent meilleurs que les autres, c'est classique. En général, toutes les populations de la Terre s'appellent les meilleurs, les premiers. Quand on regarde l'étymologie des noms des populations, c'est toujours... c'est nous les meilleurs, quoi. L'homme vrai. Plusieurs fois, j'ai vu ça. La traduction d'un nom d'un peuple, c'est l'homme véritable ou l'homme vrai. Les scientifiques eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les grands singes? Ils les ont appelés les primates. Tout ce groupe dans lequel nous nous incluons nous-mêmes, ça s'appelle les primates. Les primates, ça veut dire les premiers. Donc on a continué, même au niveau des scientifiques. Yves Coppens, tout au long de votre vie, dans les différentes fonctions que vous avez eu envie de transmettre. Et vous le dites, il y a quand même eu un élément, un engagement plutôt dans votre existence qui a été fondamental, c'est celui de la charte de l'environnement. Oui. Jacques Chirac, en 2002, vous a demandé de participer à un comité de réflexion pour faire entrer dans la Constitution la charte de l'environnement. Pourquoi, dites-vous, écrivez-vous, que ça a été votre principal engagement? Oui, je reprends un petit peu la chose plus loin dans le temps, c'est mon boulot. Il se trouve que je n'ai pas eu tout le temps cette envie de transmission, sans doute par timidité. Et à une certaine époque, j'avais un petit peu peur de rencontrer les autres. Et il a fallu que j'y sois poussé pour que je les rencontre. Et comme je les ai rencontrés, j'ai bien compris que j'aimais bien les gens, j'ai bien compris que j'aimais bien transmettre. Et donc ça s'est développé. En ce qui concerne la charte, ça m'est tombé sur le dos, si je puis dire, à la demande de Jacques Chirac.
Et j'ai traîné les pieds, traîné les pieds un peu. D'ailleurs, quand je lui ai rendu la charte, lui-même m'a dit, je vous ai un peu tordu le bras. Oui, il vous a forcé, on le sent bien quand vous le racontez dans l'histoire. Oui. Mais fondamentalement, pourquoi ça a été aussi important pour vous de faire entrer cette charte dans la Constitution ? Parce que je pense que cette histoire de prise de conscience de l'environnement et du fait que sur la Terre, on fait partie de cet environnement et qu'il faut le traiter avec noblesse et avec respect, me semble essentiel. C'est quand même... Quand on regarde les autres planètes, on cherche la vie. Pour le moment, on la trouve pas. Donc, c'est un trésor que notre patrimoine naturel, je veux dire. Le patrimoine naturel, patrimoine zoologique, botanique, rocheux, je sais pas quoi. La faune, la flore, tout ce qui nous entoure. Toute la Terre. C'est extrêmement important parce que d'abord, on vit dedans et donc on en fait partie. On en sort et on en fait partie. Et le conserver, c'est conserver, c'est une action patrimoniale. Donc j'ai traîné un peu les pieds, mais je veux pas me vanter, mais quand on me propose un projet que je ne marche pas tout de suite, mais que finalement j'accepte, je le prends à bras-le-corps, quoi. J'essaye de le mener à terme. En ce moment, j'ai les mégalithes, j'ai 100 000 tonnes de granit sur les bras. J'ai envie de les faire rentrer au patrimoine mondial. Si je claque pas avant, croyez-moi que... C'est pour ça que vous allez retourner dans le Morbihan dans 2 jours. Dans 2 jours. Mais pour terminer cette rencontre, Yves Coppens, vous avez confiance dans l'avenir ? Confiance dans l'avenir de l'homme, malgré toutes les inquiétudes dont nous sommes martelés chaque jour. Vous avez confiance ? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Je pense d'abord qu'il faut avoir confiance en la science. La science, elle a, comme à chaque fois, 2 aspects, 2 faces. Une face dangereuse et une face merveilleuse. Donc il faut continuer à être vigilant. C'est notre boulot. Hein. L'homme apparaît, je vous l'ai bien dit tout à l'heure, enfin j'ai tenté de le dire tout à l'heure, comme un être soudainement, subitement, le premier, libre. Donc on est libre de faire ce que l'on veut, mais en même temps responsable, et ça c'est souvent oublié. Et c'est en même temps la responsabilité de notre liberté. Donc ce bonhomme libre, il a sur les bras sa destinée. Donc cette destinée, il faut s'en saisir. Et cette destinée, elle passe par le développement des sciences et une meilleure connaissance de ce que nous sommes et de notre avenir. Et cette meilleure connaissance, c'est aussi notre liberté. Donc oui, je suis optimiste parce que j'aime bien les humains et que j'ai confiance en l'humanité. Et j'ai confiance de toute manière en l'humanité, oui. Eh bien, merci beaucoup. C'est sur cette confiance que nous terminons cette émission Visage aujourd'hui avec vous, Yves Coppens. Je rappelle le titre de vos mémoires, Origine de l'homme, origine d'un homme, que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob. Et ça sera l'occasion d'approfondir encore plus quelques éléments que nous avons effleurés sur l'origine de l'homme au cours de cette émission. Merci Yves Coppens. Merci beaucoup. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.